Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. Monsieur Zabi Frédéric est notre personne ressource. Il est psychothérapeute et éducateur familial. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la psychologie de l'enfant, l'outil indispensable de l'éducateur. Alors, première question, l'éducateur qui est-ce? Est-ce le parent qui est éducateur? Est-ce l'éducateur à l'école? Est-ce le professeur à l'école? Est-ce la nounou à la maison? Qui est l'éducateur de l'enfant? Bonjour madame. Bonjour à vous. Je suis encore heureux d'être sur ce plateau. Et pour répondre directement à votre question, l'éducateur, c'est tout le monde. C'est tout le monde, tous ceux qui interviennent dans la vie de l'enfant pour le tirer vers le haut, pour le tirer d'une situation d'enfance, par exemple, pour l'emmener à l'âge d'adolescent. Donc tous ceux qui interviennent dans cette tranche d'âge, qui lui permettent une certaine maturation, une certaine maturité, tous ceux qui interviennent, je disais donc, sont considérés comme des éducateurs. Vous avez dit jusqu'à l'adolescence. Après l'adolescence, il n'a plus besoin d'éducateur? On est adulte, on peut continuer toujours d'apprendre. Et tant qu'on vit, on apprend. On a besoin toujours d'être éduqué, mais ça ne se fait plus de la même façon. Parce qu'à l'âge adulte, on peut s'auto-éduquer. On peut s'auto-éduquer. Alors qu'au niveau de l'enfant, cela peut arriver. Mais là, la société a organisé de telle sorte qu'il y a des gens pour apporter l'éducation à l'enfant parce qu'il est enfant. Parce qu'il n'a pas encore les moyens de pouvoir aller lui-même chercher l'éducation là où elle se trouve. Donc, il y a des apporteurs d'éducation. Et déjà, au niveau de l'enfance, c'est les parents d'abord et prioritairement. Ensuite, c'est les gens de maison, parce que ce sont eux qui sont en contact premier avec les enfants dès que les parents ne sont pas là. Ensuite, c'est l'école. Quand je parle de l'école, c'est les enseignants, c'est les éducateurs qui interviennent, c'est tout le personnel administratif qui est là, parce que chacun apporte sa part, sa contribution dans le développement de l'enfant. Ensuite, c'est les amis, c'est les journaux également, c'est la télévision, c'est Internet aujourd'hui. C'est tous les acteurs de la société qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans l'évolution de l'enfant, en fait. Donc, c'est une charge qui incombe à tout le monde. Alors, avant d'aller plus loin, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que l'enfant peut s'auto-éduquer? Comme je le disais, c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui sont assez précoces. S'auto-éduquer, qu'est-ce que c'est? C'est s'éduquer soi-même. Et qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, si je vais dans l'étymologie du mot, ça veut dire, ça sort du latin et du grec educere, qui signifie tirer hors de l'enfance, tirer hors de l'adolescence, pour conduire en fait à l'âge adulte. Voilà ce que c'est que l'éducation. Comment est-ce que je vais sortir de l'enfance pour venir vers l'adolescence si moi-même je suis encore enfant? Il faut bien que ce soit quelqu'un qui a des valeurs différentes des miennes, qui puisse me tirer de là où je suis pour m'emmener hors d'eux. Quand je suis dans l'eau, il est difficile que je sorte de l'eau si je ne sais pas nager. Donc, pour que quelqu'un me tende une perche, il faut que cette personne-là soit sur la rive. Donc, l'éducateur sur la rive, il tend la perche à l'enfant, il tire l'enfant hors de l'eau. C'est le même principe. Donc, un enfant peut très bien apprendre à nager seul. Il peut se former lui-même à travers aujourd'hui des outils technologiques tels que l'Internet. À travers l'Internet, on a tout ce qu'on veut et on peut étudier. Le seul problème avec ces outils-là, c'est que l'enfant n'a pas la maturité qu'il faut pour apprécier ce qui est bon, ce qui est très bon, ce qui est inutile et ce qui est nocif. D'accord. Alors, l'éducation, est-ce que c'est ce qui forge le caractère, le tempérament, le devenir et l'avenir d'un enfant? Il faut dissocier ces choses-là. Le tempérament, il est totalement différent de la personnalité, du caractère, et puis du devenir et de tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Le tempérament, lui, c'est un outillage avec lequel Dieu nous crée, en fait. Moi, je suis chrétien, donc je parle de Dieu ici. Dieu nous crée. Ceux qui ne sont pas chrétiens disent que c'est quelque chose avec lequel on vient. Bon, on vient d'où? Là, ça à eux de répondre à cette question-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a et il est difficile de modifier. Chacun a son tempérament. Celui qui est sanguin, il reste sanguin à vie. Celui qui est mélancolique, il reste mélancolique à vie. Le phlegmatique, le reste à vie. Et celui qui est colérique aussi, reste colérique à vie. Sauf que le tempérament vient ici, l'éducation vient se greffer au tempérament. Ce qu'on reçoit du milieu extérieur, de nos parents, des valeurs religieuses, etc., viennent se greffer sur le tempérament. Ce qui donne notre caractère. On dira, ce monsieur-là, il a un caractère trempé, par exemple, parce qu'il est d'abord colérique,
Et ensuite, il a reçu une éducation rigide qui fait que son côté colérique vraiment s'aiguise davantage. Donc, voilà. Et ça, c'est ce qui vient se greffer sur le tempérament. Et le tempérament, plus le caractère, c'est ce qui fait notre personnalité. On dira, M. Zabi a une personnalité différente de M. Pierre, de M. Paul, parce que mon caractère, mon tempérament sont différents de ceux de M. Pierre. Moi, et moi, je peux naître dans une famille avec quelqu'un, on peut grandir dans le même environnement, avoir des personnalités totalement différentes, alors là, totalement différentes, juste parce que nous avons des tempéraments différents, quand bien même on a reçu la même éducation. Et même l'éducation, ce n'est pas évident qu'on reçoive toujours la même éducation, même dans le même contexte. Pourquoi? Parce que on peut fréquenter les mêmes écoles, on peut fréquenter la même classe et ne pas avoir les mêmes amis. Donc les influences extérieures qui viennent se greffer ici à notre éducation peuvent diverger d'un individu à un autre. Ce qui va définitivement dessiner en fait la trame de la personnalité de chacun d'entre nous. Donc voilà les choses qui nous différencient en fait. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir pour n'importe lequel d'entre nous qui devons jouer un rôle d'éducateur. Parce que ne pas le savoir, c'est exposer notre enfant à des charges inutiles, c'est l'exposer à des risques inutiles. Alors que si on maîtrise ces choses, on sait comment se comporter avec l'enfant. C'est ce qui fait que, en général, moi, quand je parle, je donne l'impression de toujours défendre l'enfant. En fait, ah oui, je le dis. Hein. Je ne défends pas forcément l'enfant. Je veux juste amener les éducateurs que nous sommes à connaître l'enfant. Parce que je me dis, la clé de l'éducation se trouve dans la connaissance de celui qu'on a la charge d'éduquer. Moins on le connaît, mal on agit envers lui. Plus on le connaît, mieux on agit envers lui. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait vraiment tous les outils, dont particulièrement la psychologie de l'enfant ici. D'accord. Maintenant, ma question suivante, c'est qui devrait avoir le droit d'éduquer un enfant? Parce que quand on vous écoute parler, on réalise la responsabilité que c'est et l'empreinte que cela va avoir sur le devenir de l'enfant. Mais qui est outillé pour cela? Parce qu'on est adulte, on a le droit d'éduquer un enfant? On a le devoir d'être des éducateurs, tous autant que nous sommes. Pourquoi je dis cela? Et c'est ce qui fait la spécificité de la société africaine, par exemple. Quand un enfant est dans un contexte rural africain, cet enfant-là, il est repris automatiquement par n'importe lequel des adultes qui évoluent dans le même contexte que lui. Ça veut dire en clair que c'est n'importe lequel des adultes qui se trouve dans un cadre a le devoir d'apprendre les valeurs ambiantes, a le devoir d'apprendre les mesures qui sont prises par les parents pour savoir que ça c'est bon pour un enfant, ça ne l'est pas. Et donc, à ce titre-là, chacun d'entre nous devrait maîtriser les outils rudimentaires, les outils primordiaux qu'il faut maîtriser en fait pour la charge d'éducateur. Parce que nous sommes tous des parents potentiellement. Nous sommes tous des éducateurs potentiellement. Donc, si on veut assumer un rôle, il faut bien maîtriser ce rôle. Si on veut assumer une charge, il faut en maîtriser les outils. Parce que si on ne le fait pas, on va jouer le rôle, mais on va mal le jouer. C'est ça. C'est pour ça que mon souci, c'est est-ce que le fait de devenir adulte nous donne les prérogatives, nous donne la qualité de pouvoir éduquer? Parce qu'il y a des personnes même qui n'ont pas été éduquées et puis qui se retrouvent dans le rôle d'éducateur. Mais est-ce que parce qu'elles sont devenues adultes, la vie les a suffisamment éduquées au point de vouloir transmettre ou encadrer un enfant? En principe, les expériences acquises au fil des années devraient pouvoir forger en fait nos outils d'éducateurs. Ça devrait. Malheureusement, il y a beaucoup qui se servent de leur expérience personnelle pour vouloir reproduire ces expériences-là avec, par exemple, leurs enfants, alors que ce ne sont pas forcément de bonnes expériences. Ça peut être des expériences malheureuses, ça peut être des mauvaises expériences. Donc, il ne suffit pas forcément d'être un adulte pour pouvoir prétendre être un bon éducateur. Parce que tout le monde peut se prévaloir le titre d'éducateur. Moi, je peux, où je suis assis, dire que je suis un enseignant. Mais est-ce que j'ai appris la pédagogie, par exemple, qui convient dans le cadre de l'enseignement? Je n'ai pas appris. Bon, peut-être qu'on peut dire naturellement, peut-être que j'ai des aptitudes et tout, mais est-ce que quand on va entrer dans le sérieux, est-ce que je pourrais me prévaloir véritablement du titre d'enseignant? C'est un exemple que je prenais. C'est la même chose avec l'éducation.
Les parents, nous tous, la nature a fait quelque chose d'intéressant, c'est que tout le monde peut facilement faire un enfant. Ça, c'est le côté bestial de l'homme. Voilà, et tout le monde peut être éleveur. Voilà, tout le monde peut l'être. Voilà. Et donc, ça, c'est la nature. On ne paye rien pour pouvoir faire un enfant. Pas du tout. Voilà. Mais, par contre, pour pouvoir devenir un éducateur, ça peut se payer parce qu'il y a un prix là. Si moi, je sais que j'ai grandi, par exemple, dans un contexte monoparental, c'est un exemple que je donne là encore, il y a des choses qui me manquent à moi. J'ai été élevé uniquement par ma mère, en l'absence de mon père, etc. Je sais qu'une famille, un enfant normal, il grandit dans un contexte où il y a papa et maman. Et moi, je n'ai pas grandi dans ce contexte-là. Si je sais que c'est mon cas, j'apprends. À travers les livres, à travers la télévision, à travers l'expérience des gens. J'apprends pour savoir ce qui m'a manqué à moi, parce que c'est des choses que je peux découvrir. J'ai un exemple concret à vous prendre. C'est une scène qui s'est produite et je me suis dit, là, j'ai l'occasion d'avoir la réponse. Vous avez des sœurs qui sont des adultes, des dames, et il y en a une qui est vraiment cool et permissive, qui est la super tata, et il y a la maman qui est beaucoup plus rigide et beaucoup plus carrée. Et donc, les filles adolescentes vont naturellement vers leur tante, qui leur passe tous les caprices. Quand elles vont en week-end, elles disent « Oh, laisse ta maman, elle est vieux jeu. » Au point où la mère, la tante propose aux filles, même en disant « Même si tu tombes enceinte, ce n'est pas un problème. Tu accouches, on gère l'enfant pour toi. Le temps que tu grandisses, ne commets pas l'erreur que j'ai eu à faire, c'est-à-dire malheureusement tomber enceinte et puis chercher à avorter. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. » Et la vie nous a montré que quand tu as un enfant tôt, cet enfant devient ton ami et tu le vois grandir, tu grandis avec. Donc, il ne faut pas écouter ta maman pour... Vis ta vie, la vie est courte, par exemple. Vous avez cet aspect des choses où la tante est très permissive et c'est son style d'éducation. Et les filles vont spontanément vers elle parce qu'elles ont la réponse à toutes les questions. Et puis, elle est cool et sans façon. Et vous avez la maman qui est beaucoup plus rigide, qui est horrifiée par les propos de sa sœur. Et puis qui est un peu rigide au point où la communication est fermée avec ses filles. Donc, dans ces deux options diamétralement opposées, quelle est la tendance que devraient suivre les filles? En matière d'éducation, il n'y a pas de modèle. D'accord. C'est une des erreurs que les parents commettent en croyant qu'il y a des modèles d'éducation. Il y a des modèles éducatifs. Parce qu'on s'est dit, bon, moi j'ai bénéficié de telles choses, c'était tellement bon qu'il faut que je reproduise. Ceux qui vous reproduisez, ils ne vivent pas dans le même contexte que vous. Ils n'ont pas les mêmes tempéraments que vous. Ils ne vivent pas dans le même environnement que vous. Donc vous ne pouvez pas obtenir les mêmes résultats que vos parents ont obtenus avec vous, avec vos enfants. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de modèle d'éducation. Il y a des modèles. Et il faut chaque fois adapter les choses au contexte, à l'environnement, aux personnes à qui on a affaire. C'est cela le plus important. On peut très bien réussir une mission d'éducation avec quelqu'un qui est très rigide. Très rigide. Alors là, une rigidité militaire. On peut obtenir de très bons résultats. Parce que ça se passe dans un contexte qui favorise les choses. Par contre, si on reproduit la même chose avec d'autres enfants, ça peut foirer complètement. Vous savez, regardez les enfants. Il y a des enfants qui obéissent au clin d'œil de leurs parents. Juste au clin d'œil. Juste un clin d'œil et il sait exactement ce que ses parents attendent de lui. Il réagit en fonction. Il y a d'autres enfants, tant que vous n'avez pas pris la chicotte, ils ne se soumettent pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas reproduire les mêmes schémas partout. Il faut les adapter aux choses. Vous savez, j'ai parcouru 3 continents sur 5. Et j'ai parcouru le monde entier à travers les livres, les films et tout ce qu'il y a comme bibliothèque et tout ça. J'ai découvert un problème de l'humanité. Et ce que j'ai trouvé comme problème de l'humanité, c'est que tout le monde revendique le droit à la différence. Mais personne n'est prêt à accorder le droit à la différence à son vis-à-vis. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Les hommes veulent que les femmes réagissent comme les hommes. Les femmes attendent que les hommes réfléchissent comme les femmes. Les parents veulent que les enfants réagissent comme des adultes. Les enfants attendent que leurs parents soient avec eux comme des enfants. Voilà toute la problématique de l'humanité. Personne n'est prêt à voir que, par exemple, moi, je suis en train de composer avec un enfant. Ce n'est qu'un enfant qui n'est pas moi, qui n'a pas les mêmes aptitudes que moi, qui n'a pas les mêmes tendances que moi. Et donc, je dois lui accorder son droit à la différence en permettant que les choses se fassent selon ses stades de développement personnel, cognitif, ses stades de développement
physiologiques, etc. Alors, quand vous dites le droit à la différence, c'est vrai, mais c'est pour ça que je dis que vous défendez toujours les enfants. C'est une bonne chose, hein. Mais à la limite, l'enfant n'a jamais tort, dans le sens où son droit à la différence, ici, il va prévaloir. Au lieu, vous aurez pu nous dire, bon, cet enfant-là, c'est un enfant qu'il faut recadrer, c'est un enfant qu'il faut encadrer, c'est un enfant qu'il faut censurer certaines choses. Non, vous voulez plutôt promouvoir son droit à la différence et c'est aux parents d'intégrer cette différence et de faire avec. C'est pas à l'enfant de se soumettre à l'autorité du parent qui a une logique pour tous ses enfants sans nuance. Non, on ne s'est pas compris jusque-là. C'est tout le contraire de ce que je dis, en fait, hein. Moi, je dis, c'est vrai que pour réussir l'éducation, il faut forcément connaître. C'est un indispensable. Si vous ne, même dans les mariages, même dans les couples, si vous ne connaissez pas les réactions de votre partenaire, c'est des conflits à perpète. C'est tous les jours les mêmes choses. Vous allez vous battre tous les jours sur les mêmes sujets jusqu'à ce que chacun d'entre vous tire sa référence. D'accord. Donc, il faut connaître celui qui est en face de nous. C'est pour ça qu'en général, moi, j'explique ce que c'est qu'un enfant. Comment il réagit, comment il évolue, comment on devrait faire avec lui. Voilà mon rôle. Présenter le schéma aux parents. Ça ne veut pas dire que les enfants sont dédouanés. Non, il y a des choses qu'il faut rattraper avec eux. Parce qu'eux, ils sont dans un processus de maturation. Ils n'ont pas encore fini de grandir. Donc, il y a des choses qu'on doit leur donner comme bagage. Il y a d'autres choses qu'on ne doit pas leur donner parce que l'objectif à terme, c'est de faire d'eux des adultes qui assument des rôles et qui jouent des rôles dans une société sans que cela rentre en conflit avec les normes en vigueur. Voilà le but. Si c'est cela le but, ça veut dire permettre, ça veut dire censurer, ça veut dire encourager, ça veut dire tolérer. Si c'est cela le but. Donc, le rôle d'éducateur ne se limite pas seulement à tolérer des choses à l'enfant. C'est vrai. Ça veut dire surtout que celui qui éduque a lui-même des valeurs. Parce que pour permettre, il faut savoir ce qu'on doit permettre et ce qu'on ne doit pas permettre. Pour censurer, il faut savoir ce qu'il y a à censurer et ce qui ne doit pas être. Donc, ça suppose qu'on ait un bagage. Et ce bagage-là, c'est celui-là qu'on va promouvoir ici. En adaptant les choses, j'insiste sur le terme, en adaptant les choses à l'enfant. Pas parce qu'on a envie d'être son avocat, mais si moi, j'ai vu quelque chose chez vous à la maison, j'ai vu comment vous faites avec vos enfants, je veux reproduire les mêmes choses avec mes enfants. Ça ne pourra pas marcher. Je n'ai pas vos moyens. Vous et moi, on ne vit pas dans le même contexte. Votre culture est peut-être différente de la mienne. Les gens que vous fréquentez ne sont pas mes amis. Il y a tellement de choses qui nous séparent que je ne peux pas copier ce que je vois chez vous, chez moi. Ce n'est pas possible. Il faut que j'adapte. D'accord. Donc, pour en revenir, la psychologie de l'enfant, l'outil indispensable de l'éducateur, ça veut dire que quand même, à la base, on doit intégrer une logique qui est standard chez l'enfant. Il y a des stades de développement qui ont été découverts par des psychologues, des psychanalystes. En l'occurrence, Freud a été parmi les précurseurs de cette science-là, qui parle des stades de développement de l'enfant. Il y a d'autres auteurs qui se sont jetés dans la danse après. Il y a par exemple Piaget qui a regardé ses propres enfants évoluer et il en a fait toute une science. Ça, c'est vraiment l'une des personnes qui a décrit la psychologie de l'enfant dans les plus grands détails. Et il y a d'autres auteurs comme Wallon, par exemple. Mais moi, tout ça, c'est des Européens. Mais de toute façon, ce qui est propre à l'enfant en Europe, je veux parler en termes de stade de développement, c'est également pareil chez les enfants, même africains. C'est pareil. Sauf que, bon, il y a des choses qui viennent s'intégrer, la culture est différente et tout, mais les principes d'évolution ici restent les mêmes. Un enfant, par exemple, quand il naît, il est, dès le départ, entre 0 et 2 ans pratiquement, il est au stade oral. Tout ce qu'il voit, il a tendance à rapporter cela à sa bouche. Il met tout à la bouche. Quand on voit un enfant japonais, il fait pareil qu'un enfant gourou. Ça, c'est pareil. Voilà. Et donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Parce qu'il y a des parents qui s'affolent pour peu. Ils s'affolent parce que leur enfant fait telle chose, telle chose. Je ne sais pas, j'ai dit un jour aussi sur ce plateau, on prenait un exemple. Il y a une dame qui m'appelle, elle me dit, ah, mon enfant, quand je le dépose sur mes jambes, l'enfant, il danse trop. Est-ce que ce n'est pas un enfant qui va devenir demain un danseur? Je dis, non, mais attends.
un enfant, s'il ne danse pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est normal. Bon, moi, je la comprends parce qu'elle est affolée, parce que pour elle, son enfant devrait être sage comme elle. Le droit à la différence, là encore, je reviens. L'enfant n'est pas un adulte pour être sage quand à la baguette, quand la maman décide que l'enfant soit sage. C'est pas comme ça. Si elle avait un minimum de maîtrise des stades de développement de l'enfant, c'est des choses qu'elle comprendrait. Elle ne s'affolerait pas pour si peu. Donc, je disais que... Et en plus, ça diffère. L'enfant précédent, peut-être qu'il ne dansait pas aussi, au même âge. Chacun a sa personnalité. Absolument, absolument. Je le disais, peut-être pour revenir rapidement sur cette parenthèse-là, quand les tempéraments ne sont pas les mêmes, les réactions sont différentes. Un enfant qui est sanguin, qui se met en vue, qui jubile beaucoup, qu'on voit partout, et un enfant qui est flegmatique, il est dans son coin, il est tout le temps effacé, il ne peut pas avoir les mêmes réactions. Un enfant qui est mélancolique, qui est toujours là à l'action, qui est toujours dans son coin et tout ça, il ne peut pas être pareil qu'un enfant qui est colérique, qui a tendance à être un leader, qui a tendance à diriger un groupe. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes réactions. Donc, si vous attendez que votre enfant il réagisse, votre enfant qui est flegmatique, par exemple, réagisse comme un sanguin, ben, c'est pas possible. Je suis désolé pour vous, vous allez attendre longtemps. Quel est votre mot de fin? Et un téléphone? Il y a tellement de choses encore là à dire sur la psychologie de l'enfant. Parce qu'il y a le développement psychologique purement, il y a le développement cognitif, il y a le développement physiologique, il y a tellement à dire. Mais le minimum, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des stades de développement. Et il faut maîtriser ces stades de développement. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'en parler un peu dans les détails. Mais je pense que s'il y a une occasion, on pourra le faire. Voilà. Et mon téléphone, c'est le 07, le 65 29 27, 07 65 29 27 ou 01 38 38 51. Monsieur Zabi Frédéric, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Excellente journée. Nous avons la capsule de sensibilisation en ce qui concerne Ebola, une page de publicité et l'on revient à tout de suite.